أوجه نداء صادقا كل أمل ونجاح. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, 4e et dernier dimanche d'élection municipale, le Liban Nord se rend aux urnes aujourd'hui pour élire ses conseillers municipaux. Plus de 6000 civils ont fui en 24 heures l'avancée du groupe État islamique dans la province d'Alep, direction les secteurs sous contrôle kurde dans cette région du nord de la Syrie. C'était il y a 100 ans l'enfer de Verdun dans l'est de la France, une des batailles les plus sanglantes de la Première Guerre mondiale. Pour le centenaire, le président français et la chancelière allemande ont participé aux commémorations. Je vous le disais, 4e et dernier dimanche d'élection municipale. Le Liban Nord se rend aux urnes aujourd'hui pour élire ses conseillers municipaux. Dans la capitale du Liban Nord, à Tripoli, la bataille s'annonce serrée. 4 listes s'affrontent. La liste présidée par Azam Awada, soutenue notamment par les anciens premiers ministres Saad Hariri et Najib Mikati. Cette liste fait face à une autre liste présidée par l'ingénieur Ahmad Kamareddin, soutenue par l'ancien ministre de la Justice Ashraf Rifi, ainsi qu'à une liste complète soutenue par l'ancien député Mesbah Ahdab et une 4e liste composée de 4 membres de la société civile. Les municipalités ne doivent pas être impliqués dans les luttes politiques. Déclaration aujourd'hui du mufti de Tripoli, Cheikh Malek Shahar, qui a estimé que les opérations de vote se déroulaient de manière démocratique. Et à Tannourine, dans le Casa de Batroun, le scrutin prend pour la première fois l'allure d'une véritable bataille électorale où s'entremêlent politique et alliance familiale. 2 listes s'y opposent. La première, parrainée par le leader politique du Casa du Batroun et ministre des Télécoms, Boutros Harb, est baptisée la décision de Tannourine. Elle se présente comme une liste de familles à caractère apolitique. Elle regroupe pour la première fois, sous le signe de la réconciliation, 2 familles traditionnellement en conflit, les Harb et les Mrad. La seconde liste est parrainée par les forces libanaises et le courant patriotique libre est baptisée Tannourine nous unit. Une liste également composée de familles de Tannourine et conjointement présidée par Ayoub Harb et Milia Razal Tarabay. Dans la ville de Batroun, cette fois, la bataille électorale ne présente quasiment pas de surprise. Et pour cause, c'est la liste Batroun de Deyman Batroun, parrainée par le chef du courant patriotique libre, Gebran Bassil, et emmenée par le président sortant de la municipalité, Marcelino Al-Hark, qui devrait en principe l'emporter. Hark brigue en effet un 3e mandat successif après des victoires en 2004 et 2009. En face, quelques 15 candidats indépendants restent déterminés à tenter leur chance dans le but de percer la liste et d'acquérir l'un des 18 sièges à pourvoir au sein du conseil municipal de Batroun. Dans le reste de l'actualité régionale, plus de 6000 civils ont fui en 24 heures l'avancée du groupe État islamique dans la province d'Alep, direction les secteurs sous contrôle kurde. Dans cette région du nord de la Syrie, les combats ont fait depuis le début de l'offensive lancée par l'État islamique vendredi 47 morts donc parmi les djihadistes et 61 parmi les rebelles ainsi que 29 civils. À Alep même, plusieurs quartiers de la ville et des secteurs au nord ont été la cible de violents bombardements aériens russe et du régime. Voilà pour donc la situation en Syrie. Et direction à présent le Vatican, place Saint-Pierre, avant la prière de l'Angélus ce dimanche. Le pape François a invité les enfants du monde entier à s'unir aux enfants syriens qui prieront pour la paix mercredi 1er juin. Cette initiative lancée conjointement par les patriarches catholiques et orthodoxes rassemblera donc des centaines d'enfants des différentes communautés chrétiennes du pays à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant. Des rassemblements sont notamment prévus à Damas, Alep, Homs, Tartus et Marmarita. C'est dans ce contexte que les patriarches appelleront donc les écoles du monde entier et bien sûr aussi les enfants à s'unir pour la paix.
Dans le reste de l'actualité, les forces irakiennes continuent de se rapprocher donc de Falloujah, toujours aux mains des djihadistes du groupe État islamique. L'offensive pour reprendre la ville, située à une 50aine de kilomètres de Bagdad, a commencé il y a près d'une semaine. Y participent des groupes paramilitaires, des soldats, des unités d'élite ainsi que des combattants des tribus locales. Et l'assaut final semble imminent. À mesure qu'ils avancent vers Falloujah, les groupes paramilitaires irakiens ont découvert des tunnels. Vous le voyez, des tunnels creusés par les djihadistes autour de la ville. 1 millier de djihadistes s'y trouveraient encore. Ils sont soupçonnés de vouloir se servir des civils comme boucliers humains. C'est une nouvelle victoire pour les conservateurs iraniens. Ali Larijani a été élu avec plus de 60% des voix des nouveaux députés. Il distance ainsi son concurrent réformateur Mohammad Reza Aref de 70 voix. Visiblement, certains candidats élus sur la liste des réformateurs ont fait défection pour apporter leur soutien à Ali Larijani. Ce dernier a également réussi à mobiliser les députés indépendants en sa faveur. La large victoire de Larijani intervient une semaine après celle de l'ayatollah Ahmad Janati, également conservateur et qui a été également élu à une large majorité à la tête de l'Assemblée des experts chargée de nommer, surveiller et éventuellement d'émettre le guide suprême. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de l'info, ni nom, ni corps retrouvé, ni sépulture, selon les chiffres alarmants du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Jusqu'à 700 migrants pourraient avoir péri au cours de la semaine écoulée dans des naufrages au large de la Libye. La marine italienne a annoncé avoir récupéré 45 corps de migrants. Nabia Makloufi Oussibrahim. La terre ferme après de longues heures à la dérive. Des hommes, des femmes et des enfants parfois âgés de quelques mois seulement. Plus de 600 miraculés repérés à temps par les gardes-côtes italiens. D'autres compagnons d'infortune n'ont pas eu cette chance. Il y a eu plusieurs naufrages. Nous en comptons pour l'instant au moins 3. Nous estimons à 700 le nombre de personnes qui ont péri ou sont portées disparues en mer Méditerranée cette semaine. Cela prouve que cette route est la plus meurtrière. L'histoire d'une tragédie devenue presque banale. Vendredi, un autre navire affrété par l'ONG SOS Méditerranée est rentré au port de Cagliari dans le sud de l'Italie, avec à son bord plusieurs centaines de migrants sauvés de la noyade. Beaucoup d'émotions à bord, mais l'issue heureuse de ces traversées à haut risque reste très rare. Il y a quelques jours, à bord de ce vieux chalutier en bois, plusieurs dizaines de personnes. Surchargé, le bateau avait fini par chavirer. Et là encore, beaucoup n'ont pas survécu. Voulant profiter d'une mer calme, ces candidats à l'exil sont encore plus nombreux en cette saison. Depuis le début de la semaine, plus de 14 000 personnes ont été secourues par les gardes-côtes italiens. C'était il y a 100 ans l'enfer de Verdun dans l'est de la France, une des batailles les plus sanglantes de la Première Guerre mondiale. Pour le centenaire, le président français et la chancelière allemande ont participé aux commémorations. La première étape du jour s'est déroulée sous la pluie au cimetière allemand de Consenvoie dans la Meuse, avant qu'Angela Merkel et François Hollande ne rejoignent l'ancien champ de bataille. Reportage. Côte à côte, François Hollande, Angela Merkel, pour une journée remplie de symboles. Une journée sous le signe de la mémoire, de la réconciliation franco-allemande, mais pas seulement. Au cimetière allemand de Consenvoie, à 20 km de Verdun, les deux dirigeants sont là pour réaffirmer leur foi en une Europe unie. Ici sont enterrés 11 000 soldats allemands, tombés lors de cette bataille qui fut la plus violente de la Grande Guerre. Un orchestre joue les hymnes des deux pays, désormais amis. Et François Hollande repart en abritant la chancelière de la pluie. Ils vont discuter beaucoup aujourd'hui, du passé, du futur. Deuxième moment symbolique, pour la première fois, un dirigeant allemand est reçu à la mairie de Verdun. Angela Merkel ne cache pas son émotion.
Je voudrais dire merci pour tous ces gestes chaleureux et ces paroles chaleureuses avec lesquelles vous m'avez accueilli. C'est très beau et cela ne va pas de soi dans un lieu autant chargé d'histoire. François Hollande, lui, insiste sur l'esprit de réconciliation. Verdun est une ville qui représente à la fois le pire, là où l'Europe s'est perdue il y a 100 ans, mais aussi le meilleur, là où la ville a été capable de s'investir, de s'unir pour la paix et pour l'amitié franco-allemande. Vive l'esprit de Verdun. Un message de paix repris par les visiteurs ce matin dans les rues de Verdun. De savoir qu'il y a 100 ans, ils étaient en train de se battre. Mais bon, maintenant tout le monde est réconcilié, c'est bien. C'est au contraire, c'est que les Allemands et les Français soient ensemble, qu'on soit tous ensemble, c'est bien. Ne pas oublier, c'est pour cela que ces Français et ces Allemands sont venus assister aux cérémonies ce matin. L'Organisation mondiale de la santé rejette l'idée de reporter ou d'annuler les Jeux olympiques de Rio prévus en août prochain. En dépit de l'avertissement formulé par un groupe de 150 experts, ces derniers redoutent une grave crise sanitaire liée au virus Zika. Retour sur les faits avec Nabia Makloufi. Rio, à quelques semaines du coup d'envoi des Jeux olympiques. Des athlètes et des visiteurs du monde entier y sont attendus. Et c'est bien ce qui inquiète certains scientifiques. Dans cette lettre ouverte adressée à la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, ils tirent la sonnette d'alarme et préconise le report ou le déplacement des JO. On fait courir un risque inutile quand 500 000 touristes étrangers de tous les pays viennent assister aux Jeux et peuvent potentiellement être infectés. Notre principale préoccupation concerne la santé publique mondiale, car la souche brésilienne du virus Zika affecte la santé d'une manière qui n'a jamais été observée auparavant. Pourtant, ni l'OMS ni le Comité olympique ne semblent prendre acte de ces mises en garde, confortés dans leur décision par les conclusions du directeur du Centre américain de contrôle et de prévention des maladies. Sur le plan sanitaire, il n'y a aucune raison de reporter ou annuler les Jeux olympiques. Nous conseillons aux femmes enceintes de ne pas se rendre dans les zones touchées par Zika. Si vous devez toutefois aller dans un pays où le virus s'est propagé et que vous êtes enceinte, soyez très vigilante. Faites attention aux piqûres de moustiques. Une soixantaine de pays dans le monde sont touchés par le virus, mais le Brésil est de loin le plus exposé. Depuis 2015, plus d'1 millier de bébés sont nés avec une malformation grave et irréversible du cerveau. Ce samedi soir, il y avait deux Madrid, celui qui rit, qui fait la fête, les supporters du Real, et celui qui pleure, les supporters de l'Atlético. 2 ans après la première finale de Ligue des Champions qui avait déjà opposé les deux équipes, l'Atlético s'est une nouvelle fois incliné à Milan face aux hommes de Zinedine Zidane. Cette fois-ci, l'Atlético y aura cru jusqu'à la séance de tir au but. Julien Cheïda et Juliette Lacharnay nous en disent plus. Sur la Piazza del Duomo, la plus célèbre de Milan, les supporters du Real Madrid savourent la victoire de leur équipe. La 11e en Ligue des Champions, 60 ans après son premier sacre. Un moment chargé d'émotion pour ceux qui ont fait le déplacement. Je suis vraiment très content. Nous nous sommes sentis très mal jusqu'à la dernière minute. Nous avons beaucoup souffert. Nous avons pensé que nous n'y arriverions pas. Et finalement, si, nous avons gagné. Le scénario du match est éprouvant. À la mi-temps, le Real mène 1-0. Mais à la 79e minute, l'Atlético égalise. Ses supporters laissent éclater leur joie. La tension monte pendant la prolongation. Le Real s'impose finalement au tir au but. Les supporters de l'Atlético, eux, sont dévastés. C'était un match vraiment bizarre. Mais bon. Il faut que chacun garde son calme. Nous jouerons une autre finale et cette fois-ci, nous gagnerons. Nous avons battu un record. C'est notre 3e finale. Nous avons tenu 90 minutes et nos adversaires ont marqué un but hors jeu. C'est une grosse déception, mais il faut aller de l'avant. En 2014, les deux clubs madrilènes s'étaient déjà affrontés en finale. Et le Real Madrid s'était également imposé face à l'Atlético. De retour de Milan, le bus impérial du Real Madrid a atteint ce dimanche à l'aube la capitale espagnole. Les champions ont pénétré sur la place de Cibeles sous les acclamations des supporters vers 7h du matin. Toute la nuit, des milliers de fans ont afflué vers ce lieu où il se célèbre les grandes victoires du Real.
Les hommes de Zinedine Zidane à l'écran ont brandi leur trophée face à des Madrilènes euphoriques. Un autre bain de foule est prévu dans la soirée au stade Santiago de Bernabéu. Voilà, et c'est sur ces images que l'on se quitte tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Quatrième et dernier dimanche d'élection municipale au Liban. Le Liban Nord se rend aux urnes aujourd'hui pour élire ses conseillers municipaux. Plus de 6000 civils ont fui en 24 heures l'avancée du groupe État islamique dans la province d'Alep, direction les secteurs sous contrôle kurde dans cette région du nord de la Syrie. Et c'était il y a 100 ans l'enfer de Verdun dans l'est de la France, une des batailles les plus sanglantes de la Première Guerre mondiale. Pour le centenaire, le président français et la chancelière allemande ont participé aux commémorations. Merci de nous avoir suivis, très bonne suite de programmes sur notre antenne et bon début de semaine à toutes et à tous. وجه نداء صادقا كل أمل ونجاح